L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Pierre-Hugues, votre invité ce matin est le nonce apostolique en France. C'est l'ambassadeur du Vatican, le représentant du pape à Paris. Il a été nommé il y a 4 ans, presque jour pour jour. Bonjour Monseigneur Célestino Migliore. Bonjour monsieur, bonjour à tout le monde. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce matin pour dresser avec vous le bilan de ces 4 années passées à l'Annonciature apostolique de France. Vous avez auparavant représenté le Saint-Siège aux Nations Unies, en Pologne, en Russie, en Ouzbékistan. Et pour commencer, je voudrais parler aux diplomates. On constate aujourd'hui l'échec des institutions internationales au Proche-Orient, sur le conflit russo-ukrainien aussi, à l'ONU. Quelle est la mission encore aujourd'hui de la diplomatie vaticane, en France en particulier ? Bon, tout d'abord, je dirais que mon bilan, après ces 4 ans, est plutôt positif et satisfaisant. Je suis à l'aise pour travailler avec l'Église en France et reconnaissant pour les relations humaines et la collaboration facile. Et puis l'interaction avec les personnes, les institutions gouvernementales et civiles est plutôt fluide et constructive. Donc, vous me demandez quelle est la fonction du nom. Je dirais que la fonction du nom, c'est double. Ouais. Il représente le pape auprès du chef d'État dans lequel il est accrédité, au même titre que d'ambassadeur. Ouais. Et il représente le pape auprès de l'Église dans le même pays. Vous avez donc des missions auprès diplomatiques. Quand on est diplomate du Vatican, comment est-ce qu'on interagit ? Comment vos interlocuteurs, par exemple, vous regardent, vous font confiance ? Bon, je crois qu'ils regardent et font confiance comme disons, dans le domaine plutôt civil diplomatique, comme un ambassadeur. Et puis, bon, avec cette particularité qui est le représentant du pape, et même dans un pays, la laïcité, séparation Église-État, il y a un grand respect, une grande considération pour le pape. Et donc, Comment vous la voyez ? Comment vous identifiez ce respect ? Eh bien, il y a un intérêt pour ce que le pape fait, pour ce que le pape dit, pour ses initiatives, ses idées. Voilà, donc, et c'est pour cela. Mais je dirais que si je devais estimer la répartition de mes occupations, je dirais que 80% concerne le travail ecclésial et 20% est plus strictement diplomatique. Ces dernières années, les relations du nonce, j'ai déjà parlé avec le gouvernement, avec la société civile, mais les relations du nonce avec l'Église locale sont placées dans la nouvelle perspective de l'Église en sortie, comme l'a défini le pape François. Ce concept cher au pape François qui dit que l'Église doit aller aux périphéries notamment. Voilà. Et donc, c'est une perspective marquée par la conversion pastorale, la mission, la transparence et la synodalité. Et par exemple, la synodalité s'étend à tous les volets de la vie ecclésiale, des relations personnelles aux modalités de décision et d'organisation. Et pour un nonce, cela concerne en particulier sa tâche de préparer le dossier pour la nomination des évêques. Et on va y venir dans quelques minutes, justement, la nomination des évêques. Peut-être juste avant, vous évoquiez le pape et le fait que 80% de votre temps, en fait, c'est des sujets ecclésiaux. Ça veut dire sans doute que vous êtes en relation continue avec le pape. Quelle est votre relation avec le pape ? Vous lui faites des notes, des retours sur la situation de l'Église en France ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, c'est ma tâche, ma mission d'être au courant vraiment de ce qu'est la ligne ecclésiale, la ligne du pape sur toutes dans tous les domaines du pape. Et puis de connaître et faire connaître aussi la parole du pape et
Et puis, il y a pas mal aussi de démarches que le pape fait. Donc, on voit maintenant pour la question de l'Ukraine, la question du Moyen-Orient, question des immigrants, différentes questions. Et donc, là, il y a une interaction aussi avec les ministères, le Quai d'Orsay, qui s'occupent des mêmes questions. Et le pape est venu en France en plus, alors que vous y étiez nonce, à Marseille. Alors, en France ou à Marseille, plutôt à Marseille en septembre dernier. Que retenez-vous de ce déplacement du Saint-Père ? Eh bien, c'est vrai que le pape est venu à Marseille pour les rencontres méditerranéennes. Mais si on regarde le programme, on s'aperçoit que les 2/3 de son temps passé à Marseille a été consacré à l'Église et à la société en France. Le pape a prouvé son intérêt et son admiration sincère pour la France. Au palais du Pharaon, il a affirmé « J'aime exalter la perspicacité française, le génie croyant et créatif qui a affirmé ces vérités dont il a parlé à travers une multitude de gestes et d'écrits. Et puis, à la messe au Vélodrome, il a exhorté la France à être fidèle à sa créativité, à sa générosité et à son identité historique. Pour autant, il avait dit qu'il venait d'abord à Marseille, d'abord pour ses rencontres méditerranéennes, avant de dire qu'il faisait un déplacement en France. Oui, c'est vrai. L'occasion, c'était de venir pour les rencontres méditerranéennes. Mais il n'a pas hésité à consacrer les 2/3 de sa visite à l'Église et à la société en France. Et il y a aussi la nomination des évêques qui font partie de vos prérogatives, Monseigneur Celestino Migliore. En tant que nonce apostolique en France, c'est vous qui faites ce travail préparatoire d'établir une liste de noms pour trouver de nouveaux évêques. Depuis votre nomination, de nombreux évêques ont été nommés par le pape. Il y a aussi des changements d'un diocèse à un autre. Alors ce matin avec vous, on va un peu s'interroger comment ça fonctionne. Comment se passe ce processus ? Et peut-être déjà pour commencer, quels sont les profils recherchés par le pape François ? Eh bien, au cours de mes 4 années en France, la nonciature a préparé 60 dossiers de nomination épiscopale et il y en a 6 autres en chantier. Donc il y a 6 nominations qui vont arriver. Qui vont arriver. Vous avez déjà les noms, vous ne pouvez pas les dire. Et 60 qui sont déjà, complétés et faites. C'est-à-dire la moitié des évêques en France ont été remplacés ces 4 dernières années, ou ont été nommés. Remplacés, parmi ces 60, il y a une vingtaine de nouvelles ordinations, donc des prêtres qui deviennent évêques, et le reste sont des transferts. Ils étaient évêques dans un diocèse, ils passent à un autre diocèse. Donc il n'y a pas vraiment un renouvellement de 50% de l'épiscopat, mais quand même, on y arrive. Les candidats sont trouvés. J'entends souvent parler de opacité de procédure. Oui. Et c'est quelque chose qui me agace. C'est vrai, pourquoi ? Car les candidats sont trouvés de différentes manières. Tout d'abord, les évêques des provinces ecclésiastiques proposent une liste de candidats tous les 3 ans. Donc tous les évêques des provinces, c'est-à-dire tous les archevêques, vous adressent une petite liste avec quelques noms. Tous les 3 ans, avec des noms. Et quelles compétences les archevêques vont-ils chercher ? C'est quoi le candidat ? Oui, mais alors... Chaque chose en son temps, me dites-vous. Et puis, chaque fois qu'un évêque doit être nommé, une enquête est adressée à 70-80 personnes du diocèse, parmi lesquels de nombreux laïcs, hommes et femmes, leur demandant un état des lieux du diocèse avec ses réalisations, les points forts et les points faibles. Et il est aussi demandé d'indiquer des noms de candidats. Donc là aussi, vous avez des noms qui vous arrivent. Voilà. Finalement, la consultation est très large. Donc là, je ne vois pas trop d'opacité. Bien sûr qu'on peut faire différemment et qu'on essaye de changer, de faire différemment à chaque fois que l'on voit qu'il faut changer. Mais voilà. Et quelles compétences on attend d'un prêtre ? Et quant aux critères de sélection, bien sûr que chaque pape donne des orientations particulières. Le pape François
parle d'une église hôpital de campagne, une église en sortie, une église moins autoréférentielle et attentive aux motions de l'esprit. Et tout cela se traduit en critères pour les choix des candidats. C'est-à-dire qu'on cherche un prêtre qui ne soit pas, par exemple, trop clérical ou qui soit dans la ligne du pape François. Comment ça se mesure? On va regarder ses homélies, on va regarder ce qu'il a dit. Comment on va identifier justement que tel ou tel candidat respecte ces critères? On va aussi s'appuyer beaucoup sur ce que ceux qui le connaissent nous disent. Car chaque fois qu'on doit nommer un évêque prêtre, on envoie encore, au-delà de l'enquête sur le diocèse, pour chaque candidat, une trentaine de demandes à des gens qui le connaissent depuis la paroisse d'où il est né, le séminaire qu'il a fréquenté, les paroisses là où il a travaillé, ou bien les bureaux diocésains. On envoie un questionnaire pour demander qu'ils nous disent tout ce qu'il faut savoir sur cette personne. Et est-ce qu'on peut dire non? Est-ce qu'un prêtre peut dire non? Ah ben bien sûr. On dit qu'il y a le 20-30% qui disent non. Non. Ici en France, il y a beaucoup moins. J'ai eu des gens qui ont dit non. Mais je dirais que c'est peut-être le 2 ou 3%, pas plus. Est-ce qu'on peut dire non et oui après? Est-ce qu'on peut dire non pour tel diocèse et oui pour un autre? Non, car si on dit non, c'est un non motivé. Et donc une motivation sérieuse qui n'est pas du jour au lendemain. Vous dites qu'il y a plutôt moins d'évêques qui disent non, moins de prêtres qui disent non pour la mission d'évêque en France. Pourtant, être évêque en France, c'est compliqué, c'est une mission qui est compliquée. Il y a une concentration de pouvoir, dit-on. Il y a beaucoup d'enjeux d'être évêque en France aujourd'hui. Et pour autant, il y a peu de noms. C'est dur d'être évêque? Vraiment, c'est dur. Et pas que en France, un peu dans tout le monde. Car aujourd'hui... Mais bien sûr, on essaye de sélectionner des personnes qui ont la carrure, je ne dirais pas tellement physique, mais plutôt psychologique, spirituelle, intellectuelle. Et puis il y a quelqu'un qui dit, je ne me sens pas à l'auteur ou quoi. Alors là, on respecte. Et voilà. Ça fait donc maintenant 4 ans, presque jour pour jour, que vous êtes en France. On a souvent une vision décliniste de l'état de l'Église en France. Quelles sont, selon vous, les particularités de l'Église de France? Quels sont vos motifs d'espérance pour l'Église de France? Eh bien, une première particularité de l'Église en France est que depuis désormais 100 ans, elle vit et œuvre dans un régime de laïcité. Oui. L'Église et l'État sont séparés, mais on ne peut pas en dire autant entre l'Église et la société. La République est laïque, mais les Français ont le droit d'avoir une religion et ont la possibilité de faire valoir leur opinion religieuse, d'afficher leur foi et de la pratiquer. Chaque année, le nonce et les responsables de la conférence épiscopale se réunissent avec le Premier ministre et quelques représentants du gouvernement dans le cadre de l'instance du dialogue. Et ce dialogue, il se fait bien? Oui, là on discerne, on discute et on fait des propositions sur des sujets d'intérêt commun et ça se passe bien. Est-ce qu'en un mot, on n'a plus beaucoup de temps malheureusement, est-ce qu'en un mot vous auriez un motif d'espérance, Monseigneur Celestino Migliore, pour l'Église de France? Oui, car l'Église de France, surtout en l'Église, il y a ce qu'on dit aujourd'hui, le passage d'une époque de l'encadrement à un temps d'engendrement. Oui. Et l'engendrement, c'est privilégier l'aspect missionnaire, l'annonce et la parole de Dieu, le témoignage qui suscite ou ressuscite la foi. Et cela, c'est vraiment... un motif d'espérance pour vous. Merci beaucoup d'avoir été ce matin sur RCF, Monseigneur Celestino Migliore. Je rappelle que vous êtes le nonce apostolique en France, l'ambassadeur du Vatican à Paris.